Bonjour à toutes et à tous, créateurs illimités. En effet, c'est ce que nous sommes, des créateurs illimités. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on se sente si limité? Et c'est ce que nous explorons au cours de ces podcasts à travers différents thèmes de nos vies humaines. Et donc aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons continuer notre exploration de nos peurs à travers un thème qui nous concerne tous, l'argent. Et oui, ce satané argent avec lequel beaucoup d'entre nous se sentent stressés et ont l'impression d'être pris dans un piège. Donc voyons ensemble quelques éléments importants pour commencer à nous libérer de ce rapport très lourdement chargé avec l'argent, pour pouvoir ensuite jouer plus librement, plus allègrement avec nos échanges humains de biens et de services. Donc comme toujours, il y aura trois parties. Mélissa qui va nous présenter les différents acteurs dans notre système économique et comment on est maintenu dans l'esclavage et la pauvreté à travers une dépossession mafieuse de nos biens et de nos revenus. Et ensuite, je vais développer quelque chose qui est un peu plus proche de nous dans nos fonctionnements internes pour commencer à comprendre d'où viennent nos peurs et nos croyances limitantes vis-à-vis de l'argent et ainsi déraciner nos programmes ataviques à la source. Et pour finir, on va finir avec Huguette qui finira avec des propositions plus concrètes de changement et d'action que l'on peut faire au quotidien pour s'habituer à faire autrement petit à petit et ainsi commencer à jouer avec plus de conscience et, comme je le dis, avec plus d'allégresse dans nos échanges. Alors, Huguette, quand tu es prête, on peut commencer. Attends. Merci Marie pour cette introduction. Donc sans plus tarder, je nous propose de commencer à explorer, de commencer à brosser, on va dire, un portrait de notre système économique actuel. Et l'objectif de cet exercice va vraiment être de prendre conscience que notre système économique actuel produit plus de contrôle, plus d'asservissement que de liberté et de joie. Alors, on a tous entendu parler, je pense au moins une fois, de dictons ou de phrases comme l'argent mène le monde ou l'argent c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est pour dire combien l'argent, le pouvoir financier est central dans nos vies et tant sa maîtrise, ou en tout cas sa non-maîtrise, est une source d'angoisse, est une source d'asservissement pour nous les humains. Donc, pour commencer, je vais commencer par définir, en tout cas, donner une définition très simple de l'argent. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen d'échange qui permet de faciliter les échanges de biens et de services entre les humains. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe d'un outil qui est censé faciliter la vie matérielle à un outil d'asservissement et de domination. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on va brosser un portrait du système économique actuel. Tout d'abord, qui sont les acteurs? On trouve trois acteurs principaux: les individus, ou ce qu'on a l'habitude de dire les citoyens, le peuple. Ensuite, il y a le secteur public, donc ce qu'on appelle l'État et ce qu'on entend aussi par les différents niveaux de gouvernement. Par exemple, le gouvernement local, régional, mondial. Les organisations non gouvernementales aussi. Et enfin, un troisième acteur qui est beaucoup plus caché, plus subtil, qui sont ce qu'on appelle en général les puissances d'argent. Et les puissances d'argent, ça va être les grosses multinationales, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, mais sans qu'on puisse vraiment mettre de visage dessus. Ensuite, je voudrais qu'on aborde comment cela fonctionne, comment ces acteurs interagissent les uns avec les autres. D'abord, l'individu, entre guillemets, donc le citoyen, est celui qui crée la richesse. C'est celui qui va créer de la valeur à travers son œuvrage. Je vais utiliser le mot œuvrage plutôt que travail.
Donc, à travers son œuvrage, l'individu va utiliser sa créativité, ses talents, ses compétences, ses connaissances, son énergie pour produire des biens. Ça peut être de la nourriture, pour produire des objets, pour produire des services. Et toutes ces choses-là, ce sont les richesses matérielles et immatérielles. Et c'est pareil pour un individu aussi qui est, on va dire, salarié. Il met à la disposition de son employeur son énergie, ses compétences euh, et sa force, entre guillemets, de travail, en échange d'une rémunération qui est souvent sous forme d'argent. Ensuite, le deuxième acteur intervient, donc le secteur public, dont une des fonctions principales, ça va être de faire des lois qui vont justifier le prélèvement d'une partie de la richesse créée, produite par l'individu. Et ce prélèvement se fait donc sous forme d'impôts et de taxes. Et comme son nom l'indique, l'impôt, c'est un montant imposé, donc par l'État, et ce n'est pas une contribution volontaire que fait le créateur de richesse. Donc officiellement, on sait bien que les impôts et les taxes sont là pour le bon fonctionnement des services publics, des services et des biens et des services communs, et et pour aussi rémunérer les gouvernements pour leur bonne gouvernance. Et enfin, le troisième acteur, le dernier acteur, donc celui qui est beaucoup plus, on va dire, invisible, subtil, donc les puissances d'argent, ce sont ces grandes multinationales, ces grandes banques, qu'on appelle aussi parfois le 1% de la population mondiale qui détient 50% de la fortune mondiale, ou encore ces grosses multinationales qui ont aujourd'hui des revenus financiers supérieurs aux revenus des États et donc qui ont des moyens d'action supérieurs à ceux des États. Donc, en résumé, il y a trois acteurs. Celui qui produit la richesse, celui qui la ponctionne et celui qui l'encaisse. Donc, celui qui la ponctionne, c'est l'intermédiaire entre celui qui la produit et celui qui l'encaisse. Et donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que celui qui la ponctionne, donc l'État, est au service des puissances d'argent, c'est-à-dire du 1%, et non pas du 99% qui sont les individus, le peuple. Donc, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. L'individu a une voiture. On va prendre l'exemple d'un individu qui a une voiture, une automobile, et cet individu-là, il vit donc dans un pays qui a un dispositif légal et policier qui lui impose de souscrire à une assurance automobile, qui est une entreprise privée, une compagnie privée. Alors évidemment, ça lui est imposé parce que c'est pour son bien, euh, on l'entend bien. Et donc l'État, le service public, va mettre en place donc, des moyens, euh, police, gendarmerie, qui sont financés par l'individu lui-même, donc par les impôts de cet individu, pour s'assurer que cet individu a bien souscrit à une assurance automobile. Et donc dans cet exemple, on voit bien que l'État est un intermédiaire entre l'individu et la compagnie d'assurance qui est une compagnie privée. Et donc, le rôle de l'État dans cette transaction-là, c'est d'assurer les revenus de la compagnie privée. Cet exemple-là, on peut ensuite l'extrapoler à d'autres domaines et à plus grande échelle. Donc, cela, c'était juste un petit exemple à un niveau individuel. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'on gagne en tant qu'individu, aussi bien que ce soit issu d'une activité ou d'un héritage, tout cela est ponctionné par l'État. Donc, comme je l'ai dit, sous forme de taxes, sous forme d'impôts. Donc, au prétexte que c'est pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Or, on voit bien que dans beaucoup de pays, de plus en plus, la qualité du service public soi-disant se détériore. Et de plus en plus, ces services publics sont cédés à des privés parce que l'État ayant fait faillite dans la gestion de ces services publics. Par exemple, moi, je vis dans un pays, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais je vis dans un pays où le service public n'est quasiment plus assuré. Et la dégradation s'observe sur on va dire, les 40, 50 dernières années, où on voit la détérioration du service public. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire
moins d'électricité, des coupures d'eau, pas d'eau, des pas de bonnes routes, des routes qui sont non praticables. Ça veut dire des écoles délabrées, des hôpitaux délabrés, etc., etc. Internet, j'en parle même pas. Donc, une fois qu'on a vu comment tout ça fonctionnait, euh, je voudrais maintenant aborder les effets de cette organisation, de ce système. Le premier effet que je vais aborder, ça va être je vais dire la faillite programmée des services publics. Donc, comme on est dans des États qui de plus en plus n'ont plus ou n'ont pas le pouvoir d'émettre, par exemple, leur propre monnaie, ces États-là, pour assurer un minimum de fonctions et de services publics, vont aller emprunter de l'argent à ceux qui produisent, à ceux qui émettent l'argent, donc les banquiers privés mondiaux. Et évidemment, comme les montants contractés et les intérêts de la dette sont supérieurs aux capacités de remboursement de ces États, évidemment, l'État ne pourra pas rembourser. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'État, ne pouvant pas rembourser cette dette-là, ben, il va falloir qu'il paye autrement. Donc, il va payer ben, avec les ressources du pays. Donc, il va céder les ressources du pays à des privés. Par exemple, il va céder la gestion d'un barrage hydraulique. Il va, par exemple, céder la gestion de ses hôpitaux publics. Il va, par exemple, céder la distribution d'eau à des privés en guise de remboursement. Et en fait, on assiste de plus en plus à de telles, on va dire, faillites dans la gestion des services publics. Et donc, cette faillite contrôlée va donner en fait naissance à la cession de ce monopole d'État vis-à-vis de privés. Et comme ça, ben, le tour est joué. Donc, sur le plan individuel, on est dépossédé du fruit de notre labeur via l'État interposé. Et sur le plan collectif, on est également dépossédé de nos ressources via encore l'État interposé. Et donc ainsi, ben, le 1% dont on parle très souvent, ben, accapare, en fait, arrive à s'accaparer de nos ressources sur le plan collectif et du fruit de notre labeur sur le plan individuel. Le deuxième effet de ce système dont je vais parler, ça va être la cession du pouvoir de création monétaire. Je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà entendu parler de cela et qu'on est suffisamment au courant et au fait aujourd'hui que aujourd'hui les États n'ont plus le pouvoir d'émettre leur propre monnaie. Or, on sait bien que le pouvoir d'émission de sa propre monnaie est un des attributs de souveraineté. Donc, cet attribut de souveraineté n'étant plus entre les mains des États, ça veut dire qu'il est cédé à des banquiers privés qui, eux, vont pouvoir décider des politiques monétaires des pays. Par exemple, si par exemple en Centrafrique, on a on veut mettre en œuvre une politique d'éducation, et donc on a besoin de moyens financiers pour la mettre en œuvre. Mais comme on n'a pas le pouvoir financier, on va demander à la Banque mondiale des financements. Et la Banque mondiale va octroyer des financements et elle va dire, ben moi par contre, votre politique, bon, elle va pas le dire comme ça directement, mais elle va dire, moi par contre, les financements que j'octroie, c'est pour c'est pour la culture du coton, par exemple, ou c'est pour la culture du café, qui va servir à l'export sur les marchés internationaux, etc. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un décalage entre les besoins réels du pays et ce que va dicter ou financer euh, la puissance d'argent, en fait. Il y a un deuxième exemple que je peux donner en ce qui concerne la cession du pouvoir de création monétaire, c'est par exemple le franc CFA. Moi, j'habite dans une zone qu'on appelle la zone CFA. Et la zone CFA, ça s'appelle donc franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, qui regroupe 14 pays. Donc 14 pays, mais dont 6 pays en Afrique centrale. Donc en Afrique centrale,
la monnaie de 6 pays d'Afrique centrale était mise en France et pas dans le pays. Et donc, elle était mise pour 6 pays. Donc, ces pays-là sont considérés comme un gros bloc. Et cette monnaie était mise en France. Et évidemment, je pense que ça va sans dire que on se doute bien que les, l'influence au niveau des décisions de financement des politiques ne revient pas au pays. Et donc, c'est pour ainsi dire que aussi bien les pays et les individus sont asphyxiés économiquement. Et cette asphyxie correspond en réalité à un vampirisme de l'énergie des individus, donc à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle planétaire. Puisque la richesse produite est perpétuellement siphonnée par des entités in fine dont on ignore l'existence, parce que ces puissances d'argent, in fine, c'est très très difficile de savoir qui est derrière les grandes multinationales, qui sont derrière ces monopoles privés. Donc, c'est siphonné par des entités dont on ignore l'existence la plupart du temps. Or, le problème, c'est que l'argent, c'est quand même un instrument important de réalisation dans la matière. Et tant qu'on ne reprend pas notre pouvoir sur cet instrument, sur cet outil, ben, on reste sous le contrôle on va dire, d'une élite mondialiste, qu'on appelle aussi parfois de sang bleu, donc c'est 1% là, qui est elle-même sous contrôle. Et il va sans dire que c'est primordial de reprendre notre pouvoir d'action, parce que le pouvoir de l'argent est un pouvoir d'action important dans la matière. Enfin, je vais finir avec un dernier effet donc, de ce système que j'aimerais souligner, que j'aimerais apporter, c'est le contrôle. Depuis quelques années, depuis quelques décennies déjà, on voit bien que l'utilisation de l'argent digital, de l'argent virtuel, donc les cartes bancaires, les cartes de crédit, les paiements en ligne, le commerce, les transactions en ligne est fortement encouragé et au détriment de l'argent, l'espèce, au détriment de l'argent liquide. Et donc, cette digitalisation des transactions en ligne permet une plus grande traçabilité des transactions. Et donc, c'est plus facile pour l'État, pour les contrôlants, on va dire, de directement se servir dans les comptes bancaires des individus ou de les sanctionner ou de les intimider en tapant sur leur portefeuille si besoin. Et ça, c'est un classique, j'ai envie de dire, parce que on l'a très très souvent vu avec soit des lanceurs d'alerte ou des personnes qui dénonçaient un complot ou des personnes qui n'étaient pas d'accord avec des dictats. On a souvent vu des personnes comme ça se faire sanctionner financièrement. Ben, ça veut dire que les comptes bancaires vont être gelés. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, notamment au niveau de présidents africains, lorsqu'ils sont déchus, lorsqu'ils sont plus en bonne phase, on va dire, avec l'élite mondialiste, eh ben, tout de suite, les comptes bancaires sont gelés, les propriétés sont confisquées, les propriétés à l'étranger sont confisquées, les avoirs sont gelés, ou par exemple les personnes qui vont dénoncer, par exemple, je pense à l'humoriste Dieudonné, des personnes comme ça qui vont être soumises à des contrôles fiscaux à n'en plus finir. Tout ça, ça fait partie de la panoplie de pratiques d'intimidation et qui devient de plus en plus facile avec la digitalisation de l'argent. Donc, l'ultra-bancarisation, aussi bien l'ultra-bancarisation des économies, notamment dans les pays développés, permet un meilleur contrôle de l'État sur ses citoyens et permet également un meilleur contrôle des échanges entre les individus, puisque ces échanges-là transitent par un système bancaire. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que, notamment dans les pays très développés, quand on a même un salarié, on se fait payer par virement. On se fait payer sur un compte bancaire. On ne se fait pas payer en espèces. Donc voilà ce que je voulais apporter au niveau des effets de ce système. Et je crois que les exemples, on en a un n'en plus fini. Et comme disait, je ne sais pas si Marie, tu l'as dit tout à l'heure, ou c'était en off, on disait
La prochaine peur d'Amy sera probablement celle de l'argent et non pas sur la santé. Et donc, euh, je crois qu'il est plus que nécessaire et important de se pencher sur la question de l'argent et de le voir sur un autre angle, parce qu'on voit bien qu'in fine, on détient le pouvoir de création de richesse, mais que ce pouvoir-là, en fait, on n'en a pas la maîtrise, et ce pouvoir-là, il est parasité, euh, il est détourné à notre insu, et on n'en profite pas pleinement. Donc, comment sortir de cet esclavage, de cet asservissement? Je vais repasser la parole et je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Merci pour ce bel exposé qui vraiment nous donne une fondation claire et vraiment solide sur le système. Donc, ça va me donner une bonne fondation pour le reste que je vais exposer. Aussi, je voulais nous excuser pour les petites interruptions d'Internet auxquelles on a fait face quand Mélissa parlait. Je ne sais pas si Huguette t'as senti qu'il y avait des coupures. Et donc, bon, on s'excuse d'avance. Comme disait Mélissa clairement, le système Internet n'est pas assuré, bien assuré en Afrique. Et donc voilà, donc il y a eu des petites coupures. Et donc, on s'en excuse en avance, mais le message est très bien passé. Et donc, sur cette base, je vais aborder une question un peu plus proche de nous. Donc, regarder plus nos croyances et nos fonctionnements internes, maintenant qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour se libérer de nos programmes, il est essentiel de comprendre notre système intérieur dans lequel nous nous sommes enfermés. Et j'insiste sur le nous, car c'est nous-mêmes qui nous sommes enfermés et personne d'autre l'a fait pour nous. Ça, c'est un point qui est important pour finalement sortir de la victime et du bourreau et dire, bon, bah, les autres, c'est les méchants et nous, on est les pauvres victimes. Et non, les autres, en fait, c'est nous qui avons mis en place tout ce système, qui avons donné notre pouvoir pour mettre les 1% dont tu parlais, Mélissa, pour les mettre en place. Et c'est nous qui avons été d'accord pour donner notre argent, notre énergie, nos créations à eux. Donc, comme je disais, donc c'est les autorités, c'est nous qui avons donné notre pouvoir. Et ces autorités-là, à qui on a donné le pouvoir, qui n'ont pas le pouvoir sur nous, mais nous leur donnons la possibilité de garder le pouvoir sur nous. En fait, ils nous connaissent très bien psychologiquement et ils savent très bien jouer de nos peurs et ainsi nous manipuler à leur guise. Donc l'aspect que j'aimerais apporter aujourd'hui est un aspect de déprogrammation, pas seulement au niveau mental, mais aussi au niveau cellulaire. Alors, que nous soyons focalisés sur faire de l'argent à tout prix comme but ultime de réussite, que nous fuyons l'argent comme de la peste et nous ne voulons pas en entendre parler, que nous vivions dans la frugalité volontaire ou la pauvreté involontaire, ou que nous ayons des difficultés à demander de l'argent ou à nous faire payer à un prix juste pour nos produits et nos services. Dans tous les cas, il y a une peur et donc une croyance. Et c'est la croyance, comme vous le savez déjà, qui maintient la peur. Donc le système financier, comme le disait Mélissa à la fin, il est en pleine mutation et l'argent liquide tel que nous le connaissons aujourd'hui et que les générations précédentes l'ont connu est en train de disparaître pour une monnaie numérique dématérialisée. Et donc, il devient de plus en plus clair que le contrôle total sur l'accès aux biens et aux services se resserre. Donc, commençons à changer notre perception et notre rapport à l'argent, qu'il soit officiel ou alternatif. Commençons au moins aujourd'hui à le regarder tel qu'il est, c'est-à-dire l'argent est un outil extraordinaire d'évolution
vers notre vraie nature de créateur illimité. Beaucoup d'entre nous, nous savons que l'argent, je dis l'argent, mais la monnaie en général est neutre. Ça semble évident au niveau mental, mais pas complètement intégré au niveau de nos cellules, de notre corps. Alors, je vais faire un petit rappel aujourd'hui. Donc, on blâme l'argent pour être à l'origine de notre société ultra-capitaliste, pour être la source des malheurs de l'humanité. Mais en fait, l'argent lui-même n'y est pour rien. Vous le savez, l'argent officiel ou alternatif, on peut acheter un gâteau ou un pistolet. L'argent en soi est neutre. Si vous laissez un billet de banque à l'abandon dans un champ, rien ne se passera. Il ne poussera même pas. Enfin, je ne sais pas si vous savez ça, mais l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, ce qui fait euh, euh, l'intention et la conscience qui est derrière le billet, en fait, c'est le détenteur du billet qui va donner cette direction, cette impulsion à ce billet de banque. Donc, il peut soit servir à la guerre, soit servir à la paix. Comme dans une voiture, allons voir qui est le conducteur derrière l'argent. Donc, on l'a dit, c'est l'homme. Mais qui dans l'homme est aux commandes? Vous le savez déjà, jusqu'à présent, c'est l'ego. Et nous savons que l'ego est donc basé sur les peurs. Et c'est de lui dont il faut s'occuper pour pouvoir faire un transfert de pouvoir vers la conscience de l'âme. Alors, un petit rappel vite fait, quel est le rôle de l'ego? Alors, l'ego, sa première préoccupation, c'est de s'assurer de la survie animale biologique. Et pour ça, il va vouloir tout contrôler, tous les aspects de notre vie, mais particulièrement le futur, pour être sûr qu'il ne manquera de rien pour survivre. Et pour ça, il faut qu'il soit le plus fort de tous, qu'il accumule le plus possible de biens et de nourriture. Et la survie ultime chez l'animal, c'est la reproduction. Donc, qui peut se reproduire peut assurer la survie, sa survie, par procuration à travers les générations futures. C'est pour ça que le sexe et l'argent sont intimement liés. Mais ça, c'est un autre sujet pour une prochaine fois. Donc l'ego, c'est la partie animale en nous qui a peur constamment et qui ne sait pas qu'il est créateur illimité. Et donc il va se rattacher à la matière, la matérialité, comme unique source de survie. Dans le monde animal pur, le mâle dominant est le plus fort physiquement. Il a les plus gros muscles et donc il peut avoir le plus grand territoire, il a accès à la nourriture en premier et évidemment il a accès aux femelles et il a le droit de les monter toutes, pas seulement une, toutes. Donc les mâles bêta, donc les seconds mâles, quant à eux, n'ont accès à la nourriture qu'en second, quand le mâle alpha a fini de manger. Donc s'il reste de la nourriture, ils ont accès, s'il n'en reste pas, il faudra qu'ils attendent un peu plus longtemps. Et ils n'ont pas le droit de monter les femelles et de se reproduire. Maintenant, chez l'animal humain, les muscles, la force physique a été remplacée par le portefeuille. Celui qui a le plus gros portefeuille peut avoir un plus grand territoire ou beaucoup de territoires, beaucoup de biens matériels, des voitures, des bateaux, etc. Et évidemment, il a accès aux plus belles femelles sans limite, même s'il est gros, moche, petit et chauve. C'est la magie du portefeuille. Donc, l'argent révèle vraiment notre animalité la plus basique et nous ramène à des vibrations très basses. C'est pour ça que les gens en quête de spiritualité, en général, ce ne sont pas des mâles ou des femelles dominants. Euh, En général, ils ne sont pas très amis avec l'argent, car
ça les maintient en fait dans des énergies très basses, dans des vibrations très basses, alors que ils aspirent à s'en échapper et à s'élever en fréquence pour aller vers autre chose. Donc, ils se détachent de la matérialité. Ces gens qui sont en recherche de spiritualité, en général, ils se détachent de la matérialité pour donner la priorité à la spiritualité et donc à l'immatérialité. Mais ce que l'humain est en train de faire en ce moment, dans cette transformation ultime, c'est de spiritualiser la matière. Ça veut dire, c'est de rendre la matière spirituelle, pardon. Donc faire en sorte que la matière vibre à la même fréquence que le divin. Séparer la matière du spiritualité a été faite pendant des siècles avec les religions et est encore faite aujourd'hui à travers une autre religion qui est la science. Donc pour pouvoir spiritualiser la matière, il faut rentrer dans la matière, il faut rentrer dans le corps et non pas les fuir, les ignorer, et c'est ainsi qu'on peut faire ce changement. Donc pour résoudre et sortir de notre animalité et de ce fait de nos peurs, il faut donc replonger dans notre animalité euh, la plus basique pour être en contact avec nos peurs les plus primales. Donc aller à la racine, c'est ça, aller à la racine. Alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est saisissons cette invitation qui se présente aujourd'hui à nous pour regarder l'argent juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil d'évolution qui est là pour nous révéler notre animalité la plus basique, révéler nos limites, nos peurs, nos programmes millénaires. Donc, regarder l'argent sans le blâmer et sans l'idolâtrer, avec neutralité. Le laisser devenir cet outil d'évolution, le réinviter en nous pour le mettre à notre service, c'est-à-dire au service de l'âme, de l'évolution diésique. Donc l'argent, la monnaie, c'est juste un bout de papier avec un chiffre ou un tableau avec des chiffres sur un ordinateur comme sur un compte bancaire ou les bitcoins. So, donc ces chiffres sont juste des valeurs numériques arbitraires et standardisées par des institutions ou des groupes de personnes pour pouvoir évaluer, donner une valeur à un échange de biens et de services. Donc en toute logique, ce n'est pas possible de manquer d'argent on l'a créé consciemment à partir de rien. Si on arrête la planche à billets, si on arrête d'utiliser un ordinateur, l'argent n'existe pas par lui-même. Il ne peut, il ne peut pas se perpétuer par lui-même. Ce qui le maintient en vie, c'est l'homme derrière. Il y a beaucoup d'argent si l'homme en crée beaucoup. Il y a moins ou plus du tout d'argent si l'homme décide d'en faire moins ou plus du tout. C'est aussi simple que ça. Nous sommes les créateurs de l'argent, donc comment est-ce possible d'en manquer? Seulement si on croit qu'on n'est pas créateur, que c'est quelqu'un d'autre qui le crée pour nous. Et on en revient au même, sommes-nous créateurs ou pas? Ça, c'est la grande question. Et il y a un autre aspect, une autre notion que j'aimerais partager aujourd'hui qui m'a personnellement beaucoup aidé dans mon changement de relation avec l'argent. Un échange, un achat, c'est un échange d'énergie. Car on sait tous que ce monde, en fait, n'est qu'un grand champ d'énergie. Un service, un objet, c'est de l'énergie créatrice qu'un homme, une femme a investi dedans. Et dans ce monde d'échange énergétique, où la justesse et l'équilibre est primordial, le bout de papier avec un chiffre dessus est une valeur énergétique symbolique. Donc l'argent, c'est juste une mesure d'énergie créatrice
tout simplement. Or, on réalise que dans notre système monétaire actuel, on vit dans l'argent-dette, c'est-à-dire qu'on donne plus d'énergie que ce que l'on reçoit en retour. Quand quelqu'un dit je n'ai pas assez d'argent, ce qu'il dit vraiment, c'est je n'ai pas assez d'énergie. Quand il dit j'ai besoin de plus d'argent, il dit en fait j'ai besoin de plus d'énergie. Et on constate souvent que les gens qui ont des problèmes d'argent sont des gens qui sont fatigués. Donc dans ce monde non équitable où l'argent, l'énergie est siphonnée par les 1% de la population, beaucoup de gens se sentent fatigués, au bout du rouleau, comme on dit, à court de ressources. Et c'est comme ça que l'on meurt d'épuisement. Alors que faire? Ben, au lieu d'être en guerre et en colère contre l'argent, retournons la situation. Faisons un virage à 180 degrés et regardons ce qui en nous fait que nous laissons notre énergie s'échapper, que nous ne le gardons pas raisonnablement pour nous. Où donnons-nous toute cette énergie, notre argent? Donc, Mélissa nous a déjà donné les clés et Huguette va développer un peu plus cette partie. Mais ce que je propose, c'est de regarder nos mécanismes intérieurs, nos comportements et nos croyances qui font que je laisse mon énergie s'échapper vers l'extérieur, que je la donne à quelqu'un d'autre. Nous sommes créateurs illimités, ça veut dire que l'on peut produire beaucoup d'énergie à travers toutes nos créations. Donc, on n'en manque pas, au contraire, elle est illimitée. Mais le problème, c'est qu'on la donne aux autres. Je le répète. Et après, on attend que les autres nous en redonnent. Et quand ils nous en donnent pas assez, ou pas du tout, alors on se met en colère. Et souvent, c'est contre l'autre. Et on trouve ça injuste. Donc on va dire, oui, avec tout ce que j'ai fait, les heures de travail, mon talent, ma connaissance et tout ce que tu me donnes, et on est en colère. Et à partir de là, naît la peur de manquer d'énergie, d'argent, par extension, de nourriture, de biens matériels. Nous sommes en manque alors que nous avons tout produit. Ça fait pas de sens. Eh ben non, on en manque parce qu'on a donné cette énergie créatrice, on a donné nos créations, on a donné notre pouvoir créateur à quelqu'un d'autre, à un système extérieur qui ne nous redonne presque rien, mais par contre, il continue à nous en demander toujours plus. La question encore, c'est pourquoi donnons-nous à l'autre toute notre énergie, nos créations? Je répète encore, c'est le motto de ces podcasts, c'est qu'on a oublié qu'on était créateur. Mais, mais, et voilà que vient toutes nos peurs. Donc là, on en revient encore au même. Les peurs, encore une fois, c'est les guérir, c'est le seul chemin pour avancer vers qui nous sommes, des êtres créateurs illimités. Et donc, sans la dissolution de nos peurs, il n'y a pas de changement. Et nous continuons, en fin de compte, à faire les mêmes schémas en permanence, quel que soit le système en place. Beaucoup de personnes conscientes se tournent naturellement vers les monnaies alternatives, que ce soit les bitcoins, les sels ou encore le jeu. Évidemment, c'est un pas décisif vers le changement et on ne peut que s'en féliciter. Cela montre un premier pas important qui est le détachement de la valeur qu'on porte à la monnaie officielle. Mais quand on observe, nous constatons que nous tendons à reproduire les mêmes comportements et donc de vivre les mêmes expériences ou similaires avec les monnaies alternatives. Nos bagages ataviques de programmation nous suivent. Donc, je connais quelqu'un qui, toute sa vie, a été payé en dessous de ses capacités. Et
qui vivait vraiment très simplement, sans extra. Et elle disait souvent, mes collègues, elles font le même boulot que moi et elles sont payées plus que moi. Et un jour, donc, elle décide de s'inscrire à un CEL, car elle voulait donc de l'aide avec son ordinateur et puis faire des travaux de plomberie chez elle. Et donc, elle pensait qu'elle ne pouvait pas se l'offrir avec de l'argent légal. Et donc, elle s'inscrit au CEL, elle reçoit les services dont elle avait besoin, et puis en échange, elle donne des services. Mais je l'entendais toujours se plaindre qu'elle n'était pas récompensée à sa juste valeur pour les services qu'elle donnait et qu'elle payait trop cher les services qu'elle recevait au sein du CEL. Donc, elle s'est retrouvée exactement dans la même situation qu'avec le système officiel. Donc, au bout de 2 ans, elle a simplement abandonné le CEL en disant que les échanges n'étaient pas équitables. Donc derrière nos problèmes d'argent, notre mauvais rapport à l'argent, se cachent très souvent des dévalorisations ou des problèmes d'estime de soi. Mettre une valeur sur un échange nous confronte à notre propre valeur. Quelle est ma valeur? Si je ne peux pas donner une valeur juste pour moi-même, c'est difficile de donner une valeur juste à mes créations, mes produits, mes services. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup utiliser l'argent comme outil d'évolution, car il nous mène très rapidement au cœur de nos blocages, qui sont souvent liés à des dévalorisations profondes. Dès que je me remets en contact avec ma propre valeur, alors le stress vis-à-vis de l'argent disparaît. Donner une valeur juste à un service ou un produit que j'offre devient ensuite naturel et même évident. Par conséquent, ma confiance en moi, en mon pouvoir de création, en mon être créateur, ma confiance en l'être créateur que je suis, euh, ne devient plus qu'un avec moi. Donc, il n'y a plus de séparation intérieure entre moi, ma valeur intérieure, et ma création extérieure. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un premier volet. Évidemment, il y a plus de développement à faire. Mais comme je le disais au début, nous allons avoir d'autres podcasts sur l'argent et ça me permettra d'aller plus loin dans nos conflits intérieurs pour accéder à notre créativité illimitée et pour pouvoir être confortable dans nos échanges. Donc, Huguette, je te laisse la parole pour finir ce dernier volet. Oui, donc je vais poursuivre avec des idées de solutions pour sortir de notre asservissement, euh, pour s'auto-affranchir. Un mot difficile à dire quand même. Donc je vais poursuivre à ma façon. Je vais reprendre un peu quelques détails qui ont déjà été amenés. Et, euh, et, euh, et merci de m'écouter, car c'est éprouvant. Sur le plan économique, le système monétaire actuel, présenté par Mélissa, est basé sur le contrôle de la population et sur son asservissement. La peur, la guerre et l'argent sont les principaux outils de contrôle, créant une pénurie chronique, la rareté, l'endettement individuel et collectif. Ce système fonctionne grâce à la corruption. Argent, sexe, pouvoir. Il fabrique des esclaves. Ce monde de mensonges dans lequel nous baignons tous est agi par la peur et la tromperie. Il nous emmène vers la guerre et la mort. Les banquiers et politiciens ont toujours marché main dans la main pour enrichir les riches et appauvrir les pauvres. C'est parce que l'être humain refuse de reconnaître que le vrai pouvoir lui appartient qu'il ne l'exerce pas. Nous nous trouvons de ce fait dans une situation absurde où l'individu crée la richesse
et les banquiers l'encaissent. Aussi, nous allons cheminer vers l'auto-affranchissement. Tout d'abord, nous devons réaliser que nous nous créons des conditions qui nous permettent de prendre conscience que nous sommes esclaves. Nous avons cédé depuis bien longtemps notre liberté aux autorités extérieures qui nous promettent sécurité et protection. Car l'esclave a un besoin illusoire de sécurité et de protection provoqué par la peur de manquer. Sommes-nous prêtes à abandonner ce besoin illusoire ainsi qu'à guérir notre peur de manquer? N'oublions pas que c'est l'esclave qui fait le maître. Aussi, c'est nous qui avons créé la situation dans laquelle nous sommes et c'est nous qui pouvons décider d'en sortir. Nous ne sommes pas victimes, nous sommes créatrices. La vérité est que la vraie sécurité et la vraie protection sont à l'intérieur de nous et notre peur de manquer provient de l'oubli de qui nous sommes, c'est-à-dire une créatrice illimitée. Notre âme sait prendre soin de nous. Il est temps de décider de passer dans le monde de vérité. J'ai le choix entre rester esclave, c'est-à-dire continuer à obéir aux autorités extérieures, et c'est parfait, ou devenir qui je suis, l'autorité suprême, créatrice illimitée, l'être vrai que je suis. En réalité, seul l'esclave peut changer. Il s'agit de mettre fin progressivement au compromis qui apporte commodité et confort. Le compromis me rend complice du monde de mensonges, je le nourris, je le sers volontairement. La servitude volontaire. Suis-je prête à quitter ce statut d'esclave, à laisser aller tous mes acquis, toutes mes croyances limitantes cachées derrière mes peurs, toutes mes attaches, quel qu'en soit le prix, progressivement bien sûr. Suis-je prête à mourir à mes peurs, à mourir à ma peur de mourir? Suis-je prête à passer dans le monde de vérité, le monde de la puissance créatrice de l'énergie d'amour? La réponse est intérieure et individuelle. L'argent et personocratia. Quand on parle du monde de l'argent, on parle des banques et des multinationales. Le méchant loup, prédateur insatiable qui nous réduit à la misère et à la dépendance. Quand on parle de personocratia, on parle d'une conscience créatrice qui comprend deux piliers. La vision, un pouvoir de percevoir la réalité de qui nous sommes, et l'action, une force d'agir dans la matière en lien avec la conscience de qui nous sommes, en lien avec la force de volonté de l'âme. Cette force de volonté de l'âme, cette énergie, peut créer l'abondance à tout instant. Personocratia désigne toute personne autodéclarée qui se souvient de qui elle est. Dies, créatrice illimitée, l'autorité suprême, et qui se comporte comme telle au quotidien. Sur le plan de l'argent, je m'auto-affranchis de ma dépendance à ma peur de manquer, en créant mon abondance. Je répète. Sur le plan de l'argent, je m'auto-affranchis de ma dépendance à ma peur de manquer en créant mon abondance. Pour cela, je dois tout d'abord reconnaître que le vrai pouvoir m'appartient, que j'aspire à ma souveraineté individuelle, à l'union entre mon corps et mon âme. Je donne carte blanche à mon âme et obéis à ses directives. Mon âme sait pourquoi je me suis incarnée. Toute tentative d'obéissance à des autorités extérieures à soi doit subir au préalable l'épreuve du discernement. Est-ce par peur ou par amour pour moi? Qui ordonne? Une fois la décision prise, comme dans tous les autres domaines, je m'auto-affranchis en agissant en mon âme et conscience. Je me lance dans l'inconnu, je crée dans l'instant avec les éléments présents. Je fais autrement. Je prends conscience de mes habitudes et j'en sors, car ce sont elles qui me maintiennent dans un état de servitude. Le constat est que nous travaillons à la sueur de notre front,
et qu'une très grosse partie du fruit de notre labeur nous échappe. Mais où va notre argent? Où va notre argent? Premièrement, je vais essayer de montrer mon pouce. Premièrement, au gouvernement, par l'intermédiaire des impôts sur le revenu et par les taxes sur les biens et services. Le gouvernement impose sa loi et la légalité par la force. Aux banques, avec les emprunts avec intérêt et la saisie de mes biens en cas de non-paiement. La banque a le droit exclusif de créer de l'argent à partir de rien et de le prêter avec intérêt, l'usure, d'en exiger le remboursement et de saisir les biens. L'usure est interdite dans certaines religions. Elle rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Aux assurances. Lorsque je prends une assurance vie, maladie, incapacité physique, perte de revenus, incendie, vol, poursuite, la propagande médiatique, la publicité, les films réactivent ma mémoire archaïque de la peur de mourir face au danger, au risque. Quatrièmement, au placement. Lorsque je confie mon argent par le biais des maisons de courtage ou de fonds de retraite, souvent obligatoires, les marchés boursiers font d'énormes profits en jouant avec notre argent. Et aux multinationales, lorsque je cède à l'appât du bas prix ou de la création d'emplois. En réalité, les multinationales tuent le commerce et l'industrie locale, appauvrissent les régions et les pays. Quelques exemples de solutions de bon sens sont de créer sa monnaie, de se débancariser, certains économistes le conseillent fortement ces temps-ci, d'avoir des actifs tangibles, euros, or, immobilier, conserves, outils, d'emprunter ou de prêter sans intérêt ailleurs qu'auprès des banques, de réactualiser ses contrats d'assurance selon les véritables risques et les directives de son âme. Il y a quelques années, je souhaitais arrêter mon contrat mutuel maladie. Je payais très cher la cotisation alors que mes soins n'étaient pas remboursables la plupart du temps et aussi par le fait que je prenais soin de ma santé autrement. Par cohérence, j'ai pris la décision d'arrêter ce contrat. Quelques jours après, la peur de tomber gravement malade ou d'avoir un accident de voiture m'a envahi. Je craignais de mourir si je n'étais pas à même de régler le montant de la prise en charge. J'ai accueilli cette peur, attendu quelques jours. J'ai demandé à mon âme de m'éclairer. Les peurs se sont dissoutes et j'ai pu résilier mon contrat en toute confiance, sans attente de résultat. Depuis, j'assume mes soins de santé sans difficulté, directement. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux, par exemple, investir localement dans ce qui fait sens pour moi, après avoir fait le bilan de mes avoirs. Investir sur ce qui favorise l'évolution de mon âme. Rembourser mes dettes. Utiliser cet argent pour me payer des choses que je n'osais pas me permettre auparavant. Je peux travailler moins. Le pouvoir étant entre mes mains, je peux décider de fabriquer, d'acheter et de vendre localement. Soit je suis complice, soit je m'accomplis. Je me réfère à moi-même, à mon âme. J'ai confiance en son pouvoir créateur illimité. En ce qui concerne mon œuvrage, voici quelques idées d'action. Si le travail que je fais me déplaît ou n'est pas en cohérence avec ma conscience, je peux, si mon âme me le dit, et seulement lorsqu'elle me le dit, vouloir en changer et créer mon œuvrage en me mettant à mon compte, par exemple. Pour changer d'activité professionnelle, je prends le temps, me prépare, fais mon bilan financier, planifie, me documente, me forme. Je quitte proprement l'ancien emploi. La créatrice que je suis offre ses services directement aux personnes qui en ont besoin, sans intermédiaire. Elle œuvre à ce qu'elle aime faire, de préférence près de chez elle, et se fait rémunérer en points jeu ou espèces, quel qu'en soit le domaine.
Elle crée sa monnaie. Plutôt que d'utiliser l'argent qui se fait de plus en plus rare, elle crée sa monnaie. Personocratia propose le jeu, une monnaie illimitée. Le jeu, jardin d'échange universel, est l'outil le plus favorable pour parvenir à faire des échanges justes qui tiennent compte des coûts réels. C'est un réseau d'échange de biens et de services qui utilise une monnaie comptable autogérée. Le jeu fait appel d'une part à nos talents, qu'il s'agit d'offrir à ceux qui en ont besoin, et d'autre part à nos propres besoins. Il s'agit de prendre conscience de nos réels besoins et d'oser en faire la demande, ce qui déclenche une dynamique entre les offres et les demandes, une dynamique entre les créatrices de biens et de services et ceux qui en ont besoin. Les échanges se font simplement dans la joie. Les transactions sont transcrites dans un carnet individuel personnel, ce qui laisse une trace de toutes nos transactions, ainsi que des coordonnées des personnes avec qui nous avons échangé. L'unité de valeur est le temps, ce qui en fait une monnaie universelle et illimitée. Nous échangeons du temps d'œuvrage contre du temps d'ouvrage, de l'énergie humaine. Les seules limites sont les nôtres et sont liées à nos peurs. Chaque transaction est unique et se fait dans l'instant présent en conscience. Des groupes existent, des rencontres mensuelles ont lieu. Plus il y a d'offres et de demandes, plus il y a de transactions et plus nous sommes libres et autonomes. Nous échangeons des produits fabriqués localement par des personnes que nous apprenons à connaître et que nous souhaitons encourager. Au départ, nous pouvons avoir quelques difficultés à mettre une valeur à nos créations. On s'entraide pour cela. L'idée est de reconnaître sa vraie valeur afin de sortir de notre dévalorisation, afin de mourir à nos peurs de se faire abuser, de se tromper, de se disputer. On s'exerce à ce jeu. Il est nécessaire de créer et d'offrir des biens et services qui servent les besoins des autres. Il est important d'aimer faire ce que l'on propose. On peut aussi échanger des articles de seconde main. Dans nos échanges jeux, l'entente doit être claire, afin d'entretenir une bonne relation. Les modalités et conditions, ainsi que la contrepartie en point jeu, doivent être annoncées au préalable. Les deux partenaires se sentent bien après une transaction juste. Pour toute information concernant le jeu, un site, lejeu.org. La conscience et la confiance font disparaître le problème de rareté. La sincérité nous amène sur la route de la guérison de la peur de manquer. Dans le domaine de l'argent, la créatrice que nous sommes achète beau, bon, local et à un prix juste. Progressivement, elle se surprend à ne plus suivre la mode, à ne plus courir les bas prix. Elle s'inquiète de moins en moins pour ses vieux jours. Elle peut confectionner ses vêtements, cultiver ses légumes, garder les enfants de la voisine, prêter ses outils. Progressivement, elle gagne en confiance et sécurité. Elle joue le jeu de la création de son abondance. Créer sa monnaie est le premier attribut de l'être souverain. Par ailleurs, consciente des pièges du commerce, la créatrice que je suis peut renoncer à ses cartes de fidélité, de crédit, de débit, aux subventions, aux réductions selon l'âge et le statut, aux prêts d'études, à la gratuité des services. On dit que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Au boycott, à acheter Made in China ou autre. Et enfin, pour lui permettre de sortir de son désir immodéré de posséder biens, argent, connaissances ou personnes, toujours par peur du manque, elle peut cesser de se faire entretenir par l'État, aide de toutes sortes, ses parents ou par son conjoint. Elle peut se détacher de ses avoirs, de tout ce qui ne lui est plus nécessaire, de tout ce qui n'est plus adapté à son niveau de conscience. Elle peut remplacer la concurrence par la collaboration, le secret par la diffusion d'informations, le travail par le partage des tâches, les décisions autoritaires par le consensus unanime. Elle respecte les créations des autres et les rémunère pour utiliser leurs produits et services. Elle fait en sorte que ce qu'elle achète ou fait
dure très longtemps. Tout changement peut faire remonter les peurs. Je m'en occupe. Lorsque la peur m'envahit, je peux répéter le mantra à dièse ou tout autre mantra à ma convenance, ce qui me permet de revenir à moi et je passe à l'action. Je me dis la vérité. J'ai peur et je la nomme. Quelle est ma croyance limitante? Je ne la nie pas ni me justifie. J'accueille ma peur. C'est un cadeau évolutif. Je ne la maudis pas. Je ne cherche pas à m'en débarrasser, à la combattre. Et je passe à l'action en conscience et en confiance, ce qui dissout l'énergie de peur. Sinon, je tourne en rond, je baigne dans la confusion et ne peux plus avancer en conscience. Je m'ennuie et je cherche à me distraire. En agissant autrement, en conscience dans l'instant, l'énergie créatrice dissout l'énergie de peur et progressivement notre confiance en notre pouvoir créateur se renforce et la sérénité s'installe. La personne souveraine crée les solutions parfaites au fur et à mesure que les situations se présentent. Elle manifeste une quantité plus que suffisante de biens matériels. Qu'elle ait peu ou beaucoup d'argent, elle peut opter pour la simplicité volontaire, un art de vivre qui privilégie la richesse intérieure plutôt que la richesse matérielle extérieure. Conclusion, nous allons très profondément dans l'esclavage en ce moment. Nous vivons la déchéance sur le plan financier. C'est le cadeau évolutif que nous nous créons pour nous forcer à passer de l'esclave à la souveraine. Nous devons prendre une décision individuelle. Est-ce que je reste esclave ou est-ce que je deviens qui je suis, souveraine, toute puissance créatrice? Voir cette déchéance comme un cadeau évolutif, c'est voir autrement et se donner l'opportunité d'agir autrement, de créer un autre monde. Nous avons le pouvoir de créer l'abondance, la joie et la paix. À tout instant, je me pose la question, suis-je en train d'agir par peur ou par amour pour moi? Pour rappel, les 3 étapes pour la souveraineté individuelle de l'âme: je transfère le pouvoir de mon ego à mon âme à 100%. Je donne carte blanche à mon âme sans attendre de résultat. Et j'obéis aveuglément à sa volonté, quelle qu'elle soit. Seule l'âme est incorruptible. Laissons-la nous guider. Vivons notre identité véritable. Ayons la foi. Voilà mon message et merci pour votre écoute. Merci Huguette, merci pour ce beau partage. Merci également à toi Marie pour ces instants de soutien sur ce chemin évolutif vers l'auto-affranchissement. Et je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, toutes les âmes créatrices illimitées qui nous écoutent aujourd'hui pour leur écoute. Et je voudrais les encourager à cocher sur la petite cloche qui s'affiche en bas de l'écran pour vous abonner. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions euh, qu'on pourra ensuite développer pour d'autres podcasts. Parce que je ne sais pas si vous, ça vous fait le même effet, mais moi, j'ai bien envie d'aller plus en profondeur dans ce sujet sur l'argent. Voilà, merci encore à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt tout le monde. À Bientôt bientôt, les filles. merci. Ciao. Ciao.